Il y a des réalités qui font mal à accepter. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir tes limites, tu offres un peu de ta dignité en échange de rien. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un coup psychologique. Nous vivons dans un environnement où normaliser l'inacceptable est devenu une routine, et le prix est élevé. Des fractures invisibles dans le caractère, une estime de soi qui s'érode en silence, et ce sentiment désagréable que le pouvoir sur ta vie s'évapore entre des mains étrangères. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de cesser de négocier l'essentiel, le respect de soi. Car si ce n'est pas toi qui défends ton intégrité, personne ne le fera à ta place. La philosophie stoïque n'offre pas d'excuses. Elle enseigne que la discipline des limites et la clarté pour détecter ce qui est nuisible sont des formes d'autodéfense et non d'arrogance. Ce que tu permets, tu l'enseignes. C'est une vérité inconfortable, mais indéniable. Certains diront que c'est exagéré, que parfois il faut avaler des couleuvres pour s'intégrer. Mais tolérer l'intolérable n'a jamais été sage, ni courageux. La véritable force ne réside pas dans le fait de supporter n'importe quel traitement, mais dans le courage de dire « jusqu'ici ». Si tu veux du respect, commence par ne pas le donner gratuitement. Aujourd'hui, nous allons parler sans détour des 6 comportements inacceptables que tout homme ne doit pas supporter s'il veut vivre selon ses propres règles. Car la dignité ne se négocie pas, elle se défend. 1. Ne normalise pas le manque de respect. Le manque de respect n'est pas un accident, c'est une décision. Et chaque fois que tu le permets, tu éduques les autres sur ce que tu es prêt à supporter. Le plus grand ennemi de ta dignité n'est pas celui qui te méprise, c'est ton silence face à ce mépris. Ici, il n'y a pas d'excuse. Chaque fois que tu justifies une mauvaise attitude avec des phrases comme « c'est juste comme ça cette personne » ou « ça ne vaut pas la peine d'en faire un problème », tu te vends à bas prix. Tu deviens complice de l'érosion silencieuse de ton estime de soi. Certains croient que tolérer de petites offenses est une preuve de maturité. Erreur. Il n'y a rien de mature à normaliser le mauvais traitement. Le respect n'est pas négociable et ne dépend de l'humeur de personne. C'est le sol minimum sur lequel se construisent toutes tes relations et, surtout, ta relation avec toi-même. Chaque fois que tu te tais face à un commentaire sarcastique, une moquerie déguisée en blague, un regard qui cherche à te rabaisser ou une attitude condescendante, ton esprit enregistre le message « c'est acceptable, c'est ce que je mérite ». Cette accumulation de micro-agressions devient le poids que tu portes jour après jour. Ne te laisse pas tromper en croyant que tu es le plus fort en supportant tout, car la force ne se mesure pas à la quantité de déchets que tu ingères, mais à ta capacité à rejeter ce qui te dégrade. Accepte moins et tu finiras par être moins. C'est le piège. Il y a une différence énorme entre être tolérant et devenir un paillasson émotionnel. Le stoïcisme ne consiste pas à baisser la tête et à avaler du poison avec un sourire forcé. Il s'agit d'avoir la clarté et la discipline pour identifier quand quelqu'un franchit la ligne et, sans perdre son calme, mettre un terme nécessaire. Laisser passer un manque de respect ne te rend pas sage, cela te rend insensible envers toi-même. Chaque fois que tu le fais, ton caractère se fracture un peu plus. Une dette interne se forme que tôt ou tard, tu devras payer sous forme de ressentiment, d'insécurité ou de colère contenue. Combien de temps penses-tu pouvoir supporter avant que cela ne te coûte cher? Il y a une vérité inconfortable, tu ne peux pas exiger le respect si tu ne te le donnes pas d'abord. Cela implique de cesser de chercher des explications à l'inacceptable et de commencer à répondre avec fermeté, même si cela signifie perdre la sympathie de certains. Je préfère perdre des gens que de me perdre moi-même. C'est la ligne emblématique que tu devrais répéter jusqu'à l'ancrer dans ton esprit. Tu n'es pas né pour être accepté à tout prix, tu es né pour être intègre. Défendre tes limites n'est pas de l'arrogance, c'est un investissement dans ta valeur personnelle. Chaque fois que tu te tiens debout et que tu mets un terme à un manque de respect, tu entraînes le muscle de ton autodiscipline, tu renforces ton estime de soi et tu te rappelles que ton intégrité est plus importante que n'importe quelle approbation bon marché. Celui qui ne peut pas te respecter
ne mérite pas d'espace dans ta vie ni dans tes pensées. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Soit tu te respectes, soit tu te résignes. La décision t'appartient toujours. 2. Détecter et couper la manipulation tôt. Vous vous asseyez avec quelqu'un pour prendre un café et presque sans vous en rendre compte, la conversation tourne autour de ce que vous avez fait ou pas fait. Cette personne vous lance des phrases enveloppées de préoccupations, vous fait sentir en dette, vous glisse des culpabilités subtiles. Je le disais pour votre bien, c'est toujours moi qui dois céder. Je ne comprends pas pourquoi cela vous dérange tant si je ne faisais que plaisanter. Il n'y a pas de cris, pas d'insultes directes, mais vous sortez de là avec une gêne que vous n'arrivez pas à nommer. C'est ainsi que commence la manipulation. Non pas avec des attaques frontales, mais avec des distorsions lentes et presque invisibles de votre perception et de votre volonté. Le véritable danger n'est pas ce qu'on vous fait, mais ce que vous commencez à vous faire vous-même. Parce que la manipulation agit comme un filtre mental. Peu à peu, vous vous habituez à douter de vos propres décisions, à sentir que vous devez justifier ce que vous ressentez, à céder par fatigue et non par choix. Le problème est que, lorsque vous ne coupez pas ces jeux tôt, votre esprit apprend un mécanisme toxique, celui de se trahir pour plaire à l'autre. Il est facile de se tromper en croyant que céder est synonyme de maturité. Mais il y a une différence énorme entre s'adapter et se dissoudre. La manipulation n'est jamais évidente au début. Elle se déguise en conseil, en préoccupation, voire en amour. Et c'est là que le piège devient dangereux. Vous commencez à accepter de petites distorsions de la réalité juste pour éviter le conflit, pour ne pas être difficile, pour maintenir la paix. Mais cette paix a un coût. Chaque fois que vous ignorez cette gêne intérieure, que vous justifiez une culpabilité qui n'est pas la vôtre, que vous acceptez le récit des autres sur vos propres actes, vous vous éloignez un peu plus de vos principes. Le prix se paie sous forme d'insécurité, de ressentiments accumulés, une reconnaissance externe. Et le pire, vous vous habituez à trahir votre vérité pour acheter un peu d'harmonie superficielle. Être vigilant face à la manipulation ne signifie pas vivre dans la paranoïa, ni s'obséder avec le contrôle, mais affiner la sensibilité pour identifier quand une interaction vous fait sentir plus petit, plus confus, moins maître de vos choix. La véritable autodiscipline n'est pas seulement de contrôler vos impulsions, mais aussi de protéger la clarté de votre pensée. Reconnaissez le jeu et sortez-en avant de vous perdre. C'est le mot d'ordre. Le respect de soi se démontre par la capacité à couper un schéma manipulateur dès le premier indice. Vous n'avez pas besoin d'explications longues, ni de chercher l'approbation pour mettre un terme. Il suffit d'affirmer votre position, d'exprimer votre malaise et de vous retirer de l'échange émotionnel si nécessaire. La peur d'être qualifié d'insensible ou d'égoïste est ce qui maintient beaucoup de gens piégés dans des dynamiques manipulatrices pendant des années. Mais la réalité est simple, celui qui vous manipule ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas venu ici pour servir de marionnette émotionnelle, ni pour porter les fardeaux des autres aux dépens de votre dignité. La manipulation ne prospère que là où il y a confusion et culpabilité. C'est pourquoi votre tâche principale est de détecter à temps et de couper à la racine, même si cela implique de perdre certaines commodités ou des relations qui n'apportent plus rien. Rien ne justifie de remettre votre volonté à un autre. Chaque fois que vous choisissez votre intégrité plutôt que la complaisance, vous renforcez le muscle le plus important, celui de votre souveraineté intérieure. Ne vous vendez pas à bas prix. Apprendre à détecter et à couper la manipulation tôt n'est pas de la froideur, c'est prendre soin de soi. Parce que celui qui apprend à se respecter devient impossible à manipuler. 3. Protège ta confiance des trahisons. Je confesse que ce qui est le plus difficile à accepter n'est pas le dommage direct, mais la douleur froide laissée par une trahison. Pas la trahison cinématographique, bruyante et évidente, mais celle qui opère depuis la confiance, celle qui s'installe dans le quotidien et te pousse à te demander si tu as vraiment bien compris la personne en face de toi. La confiance ne se construit pas en un jour. C'est la somme de petites concessions,
de vérité partagée, de silence qui ne pèse pas. Mais il suffit d'une seule rupture, d'une fuite de ce que tu as confié, d'une promesse violée, pour que cette structure interne vacille. Le véritable problème n'est pas seulement l'acte, c'est la séquelle mentale. Tu commences à revoir chaque détail, à chercher des signes que tu ne voyais pas auparavant, à douter du sens de ce qui est dit et de ce qui est tu. Ton esprit, qui trouvait auparavant du repos dans la proximité, devient maintenant un espace de vigilance constante. Et c'est ici que tu commences à comprendre que protéger ta confiance, c'est une autodéfense psychologique. Analysons cela avec froideur. Chaque trahison opère comme un virus. Elle ne détruit pas seulement ce qui existait, mais installe dans ton système opératoire un mécanisme d'alerte qui complique les connexions futures. Tu deviens plus prudent, plus réservé, moins disposé à exposer ta vulnérabilité. Un coup caché se produit. Tu perds la légèreté de faire confiance, et en échange, tu acquiers une sorte de carapace qui promet protection, mais qui t'isole aussi. La trahison enseigne, mais l'apprentissage est amer. Si tu normalises ce type de blessure dans ta vie, tu commences à te méfier même lorsqu'il n'y a pas de raison concrète, et ta capacité à construire des relations authentiques s'érode. Le stoïcisme ici ne consiste pas à bloquer la douleur, ni à devenir insensible. Il s'agit de comprendre l'origine de cette fracture, d'assumer la responsabilité de tes limites et de ne jamais plus déléguer le soin de ta confiance à celui qui l'a déjà brisée. L'erreur la plus courante est de croire que pardonner équivaut à oublier ou que donner des secondes chances est un signe de maturité émotionnelle. Il y a une différence claire entre surmonter le ressentiment et continuer à permettre l'accès à ton monde intérieur à celui qui a prouvé qu'il était incapable de le respecter. Pardonner peut être une décision personnelle, mais rétablir la confiance est un privilège qui doit être gagné, pas un droit accordé par insistance ou pression sociale. Lorsque tu ignores les signaux, lorsque tu te convaincs que ce n'était pas si grave, lorsque tu justifies l'inacceptable par peur de la solitude, tu hypothèques en réalité ta tranquillité future. Ici, une phrase emblématique prend tout son sens. Ne mets jamais ta confiance là où il y a déjà eu trahison. Ce n'est pas de l'amertume, c'est un sens stratégique de préservation. Dans la pratique, protéger ta confiance signifie observer les schémas, pas les promesses. Cela signifie identifier si les actions des autres valident ou contredisent leurs paroles et décider, avec sérénité, à qui tu permets un accès réel à tes pensées, tes faiblesses et tes projets. Il ne s'agit pas de construire des murs infinis, mais de comprendre qu'à chaque fois que tu cèdes ta confiance à la légère, tu paries ta stabilité émotionnelle sur une roulette que tu ne contrôles pas. Le respect de soi se démontre dans la sélectivité. Tout le monde ne mérite pas de savoir qui tu es quand personne ne regarde. La confiance est un investissement à haut risque. Ta tâche est de gérer ce capital avec intelligence et sans culpabilité. Être stoïque en ce sens ne signifie pas se durcir, mais affiner ton jugement et ne pas te trahir par peur de l'isolement. Protéger ta confiance, c'est protéger ta paix. Si quelqu'un la brise, le premier devoir n'est pas de punir, mais de te retirer et de recalibrer tes frontières. Car au final, celui qui ne prend pas soin de ta confiance ne mérite pas ta présence. 4. Ne laisse pas la négativité des autres t'absorber. Parfois, la négativité des autres s'installe comme une fumée invisible dans une pièce fermée. Au début, c'est juste une gêne subtile, mais au fil des minutes, elle commence à piquer les yeux, irriter la gorge et rendre la respiration difficile. Le visage de celui qui l'aimait est inconfondable. Sourcils froncés, regard enfoncé, épaules constamment voûtées vers l'avant, voix teintée de plainte ou de pessimisme. Tu t'approches, peut-être par courtoisie ou par l'absurde espoir de lui remonter le moral, de goudron, tachant de gris toute tentative de légèreté. Tu prends une gorgée de ton café et tout en écoutant le récit interminable de tout ce qui ne va pas dans le monde, tu remarques que ta posture se rétracte, que ton énergie s'épuise, comme si quelqu'un avait ouvert une valve dans ta poitrine. C'est ainsi que la négativité opère. Elle n'attaque pas, elle se filtre. Elle ne crie pas,
elle contamine. Beaucoup croient qu'absorber le fardeau émotionnel des autres est de l'empathie, que prêter l'épaule à ceux qui ne savent que déverser leur misère est un signe de force ou de bonté. Erreur de calcul. Il y a une différence claire entre soutenir et se laisser utiliser comme décharge émotionnelle. La négativité chronique ne cherche pas de solution, elle cherche de la compagnie dans son puits. Si tu restes trop longtemps dans cette atmosphère, tu finis par respirer le même air vicié, convaincu que le monde est aussi sombre et hostile qu'on te le dépeint. Le pire tour de la négativité est qu'elle se déguise en réalisme. Les choses vont mal, tu ne le vois pas, te dit-elle, et peu à peu, ton regard s'obscurcit, ton jugement se contamine, et tu commences à filtrer tes propres pensées à travers le prisme d'un autre. Chaque interaction laisse un résidu, une couche de fatigue qui ne t'appartient pas mais que tu ramènes quand même chez toi, comme si elle était la tienne. La mentalité stoïque exige de la discipline même dans ce domaine. Ne pas devenir une éponge de la toxicité des autres. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de couper tout lien avec ceux qui traversent des moments difficiles, mais d'établir une limite claire entre tes émotions et celles des autres. Le geste est simple, mais peu fréquent. Écouter attentivement mais sans absorber, accompagner mais sans se laisser entraîner. Imagine le muscle de ta sérénité comme une membrane sélective. Laisse entrer ce qui apporte, rejette ce qui intoxique. Quand tu sens qu'une conversation te laisse plus fatigué qu'avant, quand tu remarques qu'après avoir vu une certaine personne, ton humeur se teinte de gris, tu as l'obligation, oui, obligation, de protéger ton état mental comme une ressource précieuse et non renouvelable. Tout ce que tu entends ne t'appartient pas. C'est une phrase que tu devrais graver dans ta mémoire, car il y a ceux qui, incapables de gérer leur propre poison, cherchent à le distribuer à chaque rencontre. Le piège est subtil, car l'usure n'est jamais immédiate. C'est une érosion lente. Aujourd'hui, tu cèdes quelques minutes. Demain, tu avales le double de plaintes. Après-demain, tu te découvres à reproduire les mêmes discours défaitistes sans t'en rendre compte. L'environnement que tu tolères est l'environnement que tu finis par habiter. Alors, observe les gestes, la façon dont ton corps réagit à certaines personnes, le type de pensée qui émerge après chaque interaction. Si tu te découvres plus irritable, plus apathique ou plus cynique après avoir passé du temps avec quelqu'un, ne néglige pas le signal. Protège ton moral comme le bien le plus fragile. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoconservation. La force ne consiste pas à tout porter, mais à savoir quelles charges te reviennent et lesquelles tu dois lâcher avant qu'elles ne te déforment. En pratique, cela signifie apprendre à se retirer à temps, à changer de sujet avec élégance ou à mettre de la distance sans ressentir de remords. Parce que ta paix mentale n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de l'acceptation, ni pour sauver celui qui ne veut pas changer. Personne ne construit une vie intègre en respirant la fumée des autres. 5. Défends tes limites sans hésiter. Si tu ne défends pas tes limites, personne ne le fera à ta place. C'est aussi simple que ça. N'attends pas de compréhension. Ne te trompe pas en espérant des changements spontanés. Le monde ne s'arrête pas pour te demander combien tu es prêt à supporter. Il avance simplement, et s'il te voit hésitant, il marchera sur toi. La principale raison pour laquelle tant d'hommes se retrouvent piétinés n'est pas la méchanceté des autres, mais leur propre lâcheté. L'auto-tromperie favorite, je ne veux pas créer de problème, ce n'est pas si grave, j'en parlerai plus tard. Non, ce que tu remets à demain devient une dette qui te pèse demain. Chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu cèdes par peur du conflit, tu envoies un message clair. Ici, tout est négociable. Ici, n'importe qui peut avancer. Et une fois que ce schéma s'installe, le secouer est 20 fois plus difficile. Il y a une différence abyssale entre être compréhensif et être une proie facile. La tolérance mal comprise est le terreau fertile où poussent les abus quotidiens. Accepter que l'on franchisse tes limites n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon. C'est le prix caché du confort, mais la facture arrive toujours. Insatisfaction, ressentiment,
une sensation constante de te trahir. Combien de jours penses-tu encore offrir? Si tu ne clarifies pas jusqu'où tu es prêt à aller, les autres décideront pour toi, et je te garantis que leur standard sera bien plus bas que le tien. Tes limites ne se négocient pas avec ceux qui ne savent pas te respecter. C'est la ligne que tu dois te rappeler chaque fois que tu doutes de mettre un terme. Défendre tes limites n'est pas crier ni recourir à des scènes dramatiques. C'est avoir le courage d'être inconfortable, de maintenir ta position même lorsque la pression augmente. C'est te refuser à justifier chaque décision, à donner des explications interminables, à porter la culpabilité que d'autres veulent te transférer. Personne n'aime perdre un avantage, et quand tu décides de ne plus plaire, des reproches, des chantages émotionnels et des visages fermés arriveront inévitablement. Parfait. C'est le signe que tu es enfin en train de faire le travail difficile que tant évites, mettre de l'ordre dans ton espace vital. Si tes mains tremblent la première fois, tant mieux. Cela signifie que tu sors enfin du mode automatique et que tu assumes le coût réel de te respecter. Le stoïcisme n'est pas de la passivité, c'est une fermeté sereine. C'est savoir que le conflit occasionnel est 100 fois préférable à l'érosion lente de ton caractère. Ne te trompe pas. Permettre l'abus pour maintenir la paix est le plus grand acte de trahison contre toi-même. La vraie paix ne s'achète pas par la soumission, elle se construit en défendant ce qui t'appartient. Ton temps, ton énergie, ta dignité. Personne ne... Celui qui ne sait pas poser de limites finit par vivre l'agenda des autres. C'est la condamnation de ceux qui n'apprennent jamais à dire stop. Alors arrête de chercher des excuses, arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'avoir si peur du rejet. Chaque fois que tu te tiens debout, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat plus fort, tu revendiques le droit fondamental de vivre selon tes propres termes. Défendre tes limites n'est pas un luxe, c'est la base de toute vie respectable. 6. Ne tolère pas l'hypocrisie ni les mensonges. La vérité est inconfortable. Tolérer l'hypocrisie et le mensonge, c'est permettre à d'autres de manipuler ta perception de la réalité et pire encore, c'est donner la permission à tes propres peurs de dicter comment tu te relèves avec le monde. Chaque fois que tu acceptes un double visage ou une demi-vérité, ce que tu fais réellement, c'est négocier ta clarté mentale pour un peu de fausse harmonie. Il n'y a rien de plus corrosif pour l'intégrité d'un homme que de s'habituer à vivre avec l'ambiguïté, de détourner le regard lorsque tu détectes des contradictions évidentes ou de laisser passer ces mots que tu sais ne pas correspondre aux faits. Le prix de cette tolérance est brutal. Tu commences à te méfier de tes propres jugements, à sentir que tu dois mesurer chaque réaction, à vivre avec une sorte de filtre qui déforme ce que tu vois et entends, juste pour ne pas affronter le conflit. Le mensonge ne s'installe pas seulement dans la relation avec l'autre, mais peu à peu, il s'infiltre dans ton dialogue interne, érodant ta capacité à faire confiance à ton interprétation de la réalité. Il est facile de tomber dans le piège de justifier les petits mensonges, de te dire que cela ne vaut pas la peine de confronter, ou que nous avons tous des moments d'incohérence. Mais il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de rejeter l'habitude d'accepter l'inacceptable. L'hypocrisie est un poison subtil. Elle se déguise en gentillesse, en diplomatie, en pragmatisme. Mais au fond, ce qu'elle provoque, c'est une sensation de marcher sur un terrain instable, où tu ne sais jamais si la personne en face de toi est qui elle dit être, ou si elle porte simplement un masque commode. Et le problème ne s'arrête pas là. Lorsque tu permets que cela se répète, tu te programmes pour normaliser l'incohérence. C'est un entraînement inversé. Au lieu de renforcer ton jugement, tu l'anesthésies. L'esprit, face à la contradiction constante, finit par construire une carapace d'indifférence, ou pire encore, de cynisme. Là où il y a mensonge, il n'y a pas de confiance. C'est la ligne que tu dois graver, car sans confiance, il n'existe pas de relation qui vaille la peine. Le mécanisme psychologique derrière la tolérance à la fausse vérité est simple, la peur. La peur de rester seul, la peur du conflit, la peur qu'on te traite de rigide ou de peu compréhensif. Mais cette peur, si tu l'alimentes, devient le directeur silencieux de ta vie sociale.
Tu cesses de dire ce que tu vois, tu cesses de pointer ce qui est évident. Tu deviens un complice passif d'un jeu où tu perds toujours. Le stoïcisme n'est ni froideur ni supériorité morale. C'est avoir la discipline de regarder en face, d'exiger la cohérence d'abord en toi, puis chez ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de monter des scènes, ni de chercher des confessions dramatiques. Il suffit de ne pas participer à des dynamiques où la vérité est négociée, de retirer ton énergie de tout échange, où le respect des faits est absent. C'est la véritable autodiscipline. Ne pas se taire devant le faux, ne pas récompenser la double morale par ta présence. La tentation de tolérer l'hypocrisie pour maintenir la paix est un piège très coûteux. Parce que ce qui est sacrifié n'est pas seulement le lien avec l'autre, mais ta propre sensation de congruence. Apprendre à dire « je ne joue pas selon des règles tordues » est une marque de respect de soi que peu pratique. Chaque fois que tu choisis la vérité, même si cela dérange, tu renforces cette partie de toi qui refuse d'être façonnée par la commodité des autres. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton rejet du mensonge. Ta seule distance est une déclaration de principe. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. La tolérance à l'hypocrisie est une reddition silencieuse. Si tu veux vraiment vivre une vie digne, commence par exiger la transparence. D'abord dans tes actes, puis dans tes relations. Parce qu'à la fin, celui qui accepte la fausse vérité finit par se trahir bien avant les autres. 7. Choisis l'intégrité plutôt que l'approbation extérieure. Tu attends dans la file d'une agence, écoutant comment la conversation des autres tourne autour de qui a fait quoi, qui a la dernière tendance et qui s'intègre le mieux dans le groupe. Quelqu'un à côté de toi donne son avis avec légèreté sur un sujet qui te touche de près, déformant les faits juste pour plaire aux autres. Tu ressens cette pression tacite dans l'air, le regard qui attend que tu acquiesces, le sourire qui réclame ta complicité. Il est facile de céder, de rire de ce qui ne te semble pas drôle, de te taire quand quelque chose te dérange, ou même d'ajouter une opinion fausse pour ne pas être mis à l'écart. Ainsi, sans t'en rendre compte, le mécanisme le plus corrosif s'active, celui de placer l'acceptation des autres au-dessus de ta propre vérité. Chaque petite décision semble inoffensive, mais le schéma qui s'installe est clair. Tu te façonnes selon l'attente collective, même si cela implique de trahir ce que tu penses ou ressens. L'analyse est simple et brutale à la fois. Lorsque tu cherches l'approbation extérieure, ton jugement devient un produit de marché. Tu l'ajustes selon la demande du moment, même si le prix est ta tranquillité intérieure. Le problème de fond n'est pas seulement l'inconfort ponctuel, mais l'habitude qui s'installe. Chaque fois que tu choisis de plaire pour t'intégrer, tu entraînes ton esprit à ignorer les alertes internes, à laisser passer les incohérences et à justifier de petites trahisons personnelles. Le résultat est une fracture silencieuse. Tu t'habitues à ne pas t'écouter, à privilégier le consensus sur l'authenticité. Ce qui semble être de la diplomatie est souvent simplement une peur de perdre le statut, le groupe, la validation momentanée. Mais la facture arrive. L'intégrité n'est jamais gratuite. Et tu le sais quand à la fin de la journée tu ressens plus le poids de ce que tu as gardé pour toi que de ce que tu as dit. Si tu analyses le processus, tu verras que la recherche d'approbation est addictive parce qu'elle est immédiate. Un geste d'approbation, un éclat de rire partagé, un « bien dit » peuvent anesthésier l'inconfort intérieur un moment, mais cette trêve est fragile et superficielle. Ce qui est sacrifié, au fond, c'est la relation avec toi-même. Parce que chaque fois que tu minimises tes principes pour éviter d'être le bizarre, ce que tu construis est une identité empruntée, un masque qui exige un entretien constant. Et personne n'a de paix en portant des masques. L'intégrité, en revanche, est inconfortable parce qu'elle exige des renoncements. Dire ce que tu penses vraiment, ne pas rire de ce qui te semble faux, te retirer d'une conversation lorsque le coût est ta tranquillité. C'est un pari à long terme, mais les dividendes sont réels, respect de soi, clarté d'esprit et la sensation que ta valeur ne dépend pas des applaudissements des autres. La stratégie stoïque est claire, définis d'abord ce que tu n'es pas prêt à négocier. Si ta vérité est inconfortable, qu'elle le soit. Si ton opinion ne s'intègre pas,
tant mieux. L'intégrité pèse, mais elle libère. C'est la ligne que tu dois te rappeler lorsque l'ambiance devient pressante. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de ne pas céder ta boussole interne pour un peu d'acceptation passagère. Le respect qui compte, le seul qui demeure, est celui qui naît de ne pas te trahir, même lorsque la conséquence est le rejet. La vie se simplifie beaucoup lorsque ton bien-être n'est pas mesuré par les gestes des autres, mais par la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Sans intégrité, toute approbation est creuse. Choisis le poids de la vérité, même si cela te laisse seul un moment, car tout le reste est une dette qui tôt ou tard te sera réclamée avec des intérêts. La décision se trouve dans chaque petit acte. Préfères-tu appartenir au prix de toi-même ou te respecter et laisser l'approbation venir seulement si elle est authentique? C'est la différence entre survivre sous des masques ou vivre la tête haute. 8. Fais du respect de soi ta priorité. Je dois l'admettre, ce qui est le plus inconfortable n'est pas ce que les autres te font, mais ce que tu te permets de supporter en silence. Ce moment, au milieu d'une conversation, lorsque tu réalises que tes mots sont ignorés, que tes gestes ne comptent pas, que ta présence est presque invisible, et pourtant tu restes là, faisant semblant que tout va bien. Tu ressens une tension dans le cou, les muscles de ton visage se contractent pour ne pas montrer de gêne, et ta respiration se raccourcit légèrement, tandis que tu forces un sourire poli. C'est une scène si quotidienne et si intime que personne d'autre ne la remarque. Mais tu sais qu'à ce moment-là, tu as de nouveau choisi de rester en retrait, juste pour éviter des inconforts. L'agression n'est pas scandaleuse, mais le message est clair. Ta priorité, c'est l'autre, pas toi. Cela fait mal d'une manière que tu ne reconnais pas toujours instantanément, mais qui s'accumule comme un fardeau invisible. Au fond, chacun sait quand il trahit son respect de soi. Cela ressemble à une sorte de démangeaison intérieure, une irritation qui ne disparaît pas, même si tu changes de sujet ou te distrais avec ton téléphone. Observe tes gestes après avoir accepté quelque chose que tu ne voulais pas. Le regard baissé, la mâchoire serrée, les mains agitées. Le corps ne ment pas. Cet inconfort est l'alarme qui te prévient que tu as de nouveau sacrifié ta valeur pour acheter un peu de tranquillité superficielle. Ce n'est pas que tu ne sais pas te défendre, c'est que, bien souvent, tu préfères l'usure lente plutôt que le conflit bref. Mais cette trêve te coûte cher. Chaque concession est un retrait silencieux de ton compte d'estime de soi. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exige. Cette phrase, tu dois te la rappeler lorsque tu sens que ta voix intérieure commence à s'excuser. L'image est claire. Un homme qui a fait du respect de soi une priorité n'a pas besoin de hausser la voix ni de chercher à convaincre qui que ce soit. Sa posture est différente. Dos droit, regard ferme, mots mesurés, mais directs. Il ne s'agit pas d'être agressif ni de devenir une statue de glace. C'est la différence entre occuper un espace avec naturel et demander la permission d'y exister. Observe comment les interactions changent lorsque tu cesses de t'excuser pour tes limites. Les gens t'écoutent différemment, les commentaires intrusifs se réduisent, l'ambiance devient plus claire, de petites hostilités. C'est presque physique. Le respect se ressent, se transmet, s'impose sans besoin de menaces. Faire du respect de soi ta priorité signifie cesser de chercher la validation dans les gestes des autres et commencer à mesurer ta valeur par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu permets. C'est s'asseoir à une table et ne pas trahir ton opinion par peur d'être jugé. C'est savoir se retirer d'une conversation qui ne te fait pas de bien, changer d'environnement si nécessaire, et ne pas se sentir coupable d'éviter ceux qui vivent de la critique ou de la manipulation. Cela se voit dans les petits détails, dans la façon dont tu tiens ta parole, même si personne ne regarde, dans la décision de ne pas répondre à des provocations bon marché, dans le soin que tu t'appliques en ajustant ton cercle social lorsque tu détectes de la toxicité. Celui qui se respecte inspire le respect. C'est une loi simple, mais non négociable.
Tu n'as pas à justifier chaque limite, ni à expliquer chaque décision. Le respect de soi est avant tout un acte de présence. Être là, habitant ton corps et tes idées, sans demander la permission ni s'excuser d'exister selon tes propres termes. Cela peut te coûter des amitiés, cela peut déranger plus d'un, mais la tranquillité que l'on ressent en ne se trahissant pas est irremplaçable. Respecte-toi dans les petits détails, et tu verras comment le monde, peu à peu, apprend à le faire aussi. Au final, la seule paix durable est celle que tu construis lorsque tu choisis ta dignité face à toute pression extérieure. Il n'y a pas d'autre chemin. Ta priorité, c'est toi, toujours. Il y a une vérité que peu osent accepter. Tu ne peux pas gagner une bataille contre un narcissique en te battant sur son terrain. Tu ne peux pas discuter avec lui. Tu ne peux pas lui faire comprendre quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que son jeu ne concerne ni la logique ni la justice. Il s'agit de contrôle. Mais ce que tu peux faire, ce qui le détruit vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et dévastateur. Arrêtez de jouer. Les narcissiques vivent du pouvoir qu'ils ont sur toi, du chaos qu'ils peuvent semer dans ton esprit, de l'énergie qu'ils drainent chaque fois qu'ils te font réagir. Mais lorsque tu cesses de répondre, lorsque tu commences à agir indépendamment, lorsque tu deviens émotionnellement inaccessible, c'est alors que tout leur monde s'effondre. Et le meilleur de tout, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que tu l'as déjà vaincu. Aujourd'hui, nous allons parler de ces signes, de ces moments où, sans t'en rendre compte, tu as arraché le contrôle à ce narcissique qui pensait pouvoir te manipuler pour toujours. Et nous le ferons avec des principes stoïciens, avec des stratégies qui non seulement te libèrent du narcissique, mais qui te renforcent également pour que tu ne retombes jamais dans le même jeu. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de le voir vaincu, c'est de te voir toi-même plus fort que jamais. 1. Il était le maître de l'histoire. Jusqu'à ce que tu réécrives la fin. Les narcissiques ne sont pas des personnes manipulées en solo. Ils manipulent la réalité. Ils ne voient pas le monde tel qu'il est, mais comme il doit être pour maintenir leur pouvoir. Tout est un récit soigneusement conçu où ils sont les protagonistes indiscutables et les autres ne sont que des personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Ils ne cherchent pas des relations, ils cherchent un public. Ils n'établissent pas de liens, ils établissent des dominations. Ils n'aiment pas, ils contrôlent. Si tu as déjà été sous le contrôle d'un narcissique, tu sais exactement ce que c'est que de vivre dans une histoire que tu n'as pas écrite. Dans sa version des faits, c'est lui qui t'a aidé quand personne d'autre ne l'a fait, qui t'a façonné, qui t'a rendu fort, qui t'a tout appris ce que tu es censé savoir. Mais surtout, dans son histoire, il a toujours été le héros incompris et toi l'ingrat qui n'a jamais su apprécier son sacrifice. Chaque fois que tu essayais de fixer des limites, chaque fois que tu voulais t'éloigner, il réécrivait les faits en sa faveur. Après tout ce qu'il a fait pour toi, c'est ainsi que tu le remerciais. Tout ce qu'il disait et faisait était pour ton bien. Si les choses allaient mal, ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de toi, de ton manque de compréhension, de ta faiblesse, de ton égoïsme. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu finissais par être pris dans sa narration, doutant de tes propres décisions, te sentant coupable de quelque chose qui n'était même pas à toi. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas soudain, c'était un processus lent, presque imperceptible au début. Un jour, tu as cessé d'accepter ces paroles comme des vérités absolues. Tu as commencé à voir les schémas, à remarquer comment il tordait toujours la réalité en sa faveur. Et le plus important, tu as commencé à penser clairement. Le pouvoir du narcissique ne réside pas dans ce qu'il dit ou fait, mais dans ce qu'il réussit à te faire croire. Et quand tu arrêtes de croire en son histoire, quand tu regardes les choses objectivement, sans le filtre de sa manipulation, l'illusion se brise. Et c'est là que se produit la véritable défaite du narcissique. Il n'y a pas eu de cris, pas de dispute, pas de grande confrontation finale. Il n'y a eu que du silence. Indifférence, une perte absolue de pouvoir. Ces jeux ont cessé d'avoir un effet. Ces attaques émotionnelles se sont heurtées à un mur inébranlable. Ces tentatives de manipulation sont devenues risibles, parce que ce qui te tourmentait avant te semble maintenant pathétique.
L'indifférence est le poignard le plus aiguisé que l'on peut planter dans un narcissique. Sans tes réactions, sans ton énergie, sans ton attention, son domaine s'évapore. Parce que toute son identité tourne autour d'une seule chose, le contrôle. Quand il le perd, il ne lui reste rien. Et ce vide est son pire châtiment. Mais voici le meilleur. Tu ne l'as même pas fait dans l'intention de le battre, parce que la vraie victoire n'est pas de le voir tomber, mais de te voir toi-même plus fort, plus libre. Tu as cessé d'agir selon son scénario. Tu as cessé de te soucier de ce qu'il penserait, de la façon dont il réagirait. Tu as cessé de te justifier. Tu as commencé à prendre des décisions sans demander la permission, sans avoir peur. Et puis, soudainement, l'histoire qu'il contrôlait n'avait plus de sens, parce que tu n'étais pas le personnage qu'il croyait avoir construit. Tu n'étais pas la victime sans défense qu'il pouvait manipuler. Tu n'étais pas son reflet, son extension, sa marionnette. Tu avais déjà tourné cette page, mais lui est toujours là, coincé dans sa propre histoire, accroché à un pouvoir qu'il n'a plus, essayant de comprendre à quel moment il a perdu le contrôle. La réponse est simple. Au moment où tu as cessé de le lui donner. 2. Tu pensais être son reflet jusqu'à ce que tu montres ta véritable lumière. Le narcissique ne cherche pas un partenaire, un ami ou un allié. Il cherche un miroir. Il ne veut pas quelqu'un avec des pensées propres, des désirs indépendants, une identité forte. Il veut une extension de lui-même, un reflet qui lui renvoie l'image parfaite qu'il s'est lui-même inventée. Il ne s'intéresse pas à qui tu es vraiment, il se soucie seulement que tu remplisses le rôle qu'il t'a attribué. Dès le début, tout a été conçu pour que tu te moules à son image. S'il te complimentait, c'était parce que tu respectais son récit. S'il te punissait avec indifférence, c'était parce que tu avais osé sortir du scénario. Peu importe combien tu t'efforçais, le script changeait toujours selon sa convenance. Avec le temps, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à te rétrécir. Tu as cessé d'exprimer des opinions fortes, de prendre des décisions sans peur, d'agir par instinct. Tu es devenu quelqu'un qui pesait chaque mot, chaque action, chaque émotion, pour ne pas déranger le narcissique. Et c'est là qu'il a perdu. Parce que personne ne peut vivre ainsi pour toujours. La nature humaine est faite pour s'élargir, pour grandir, pour évoluer. Et tôt ou tard, la lumière que tu avais cachée en toi a commencé à briller de nouveau. Ce n'était pas quelque chose de planifié, ce n'était pas une grande déclaration d'indépendance. C'était quelque chose de subtil, au début presque imperceptible. Peut-être que c'est toi qui as commencé à faire de petites choses sans le consulter. Tu as pris une décision sans attendre son approbation. Tu es allé quelque part sans le prévenir. Tu as donné ton opinion sans la modérer. Tu as ri de quelque chose sans vérifier s'il le trouvait drôle. Des détails insignifiants pour n'importe qui d'autre, mais une catastrophe pour un narcissique, parce qu'il ne supportait pas de te voir agir sans demander la permission. Le narcissique a commencé à le remarquer. Au début, il a essayé de l'ignorer, comme si c'était quelque chose de passager. Ensuite, quand il s'est rendu compte que c'était réel, il a essayé de te faire reculer. Les jeux émotionnels sont revenus, les manipulations déguisées en préoccupation, les commentaires subtils conçus pour semer le doute dans ton esprit. Mais c'était déjà trop tard. Ce qui avait changé en toi était irréversible. Tu n'étais plus sur la même longueur d'onde. Ce qui te blessait avant, maintenant tu t'en fichais. Ce qui te faisait douter avant, maintenant te semblait ridicule. L'image déformée de toi-même qu'il avait construite n'avait plus aucun poids. Le deuxième signe de sa défaite a été son désespoir. Il a tout essayé. Il a essayé de te manipuler avec des flatteries, puis avec des menaces, puis avec de la culpabilité. Parce que le narcissique, quand il sent qu'il perd le contrôle, change de masque dans une tentative désespérée de reprendre le dessus. Mais cette fois, aucun masque n'a fonctionné. Parce que tu n'étais plus dans son jeu. Et voici la vérité qu'il n'admettra jamais. Tu n'as jamais été son reflet. Tu n'as jamais été une extension de son ego. Tu as toujours été toi-même, seulement il s'est chargé de t'aveugler, de te faire douter, de te faire oublier ta propre valeur. Mais maintenant tu te souviens, maintenant tu marches avec assurance,
Maintenant, tu parles avec confiance. Maintenant, tes décisions ne sont plus filtrées par son approbation. Tu ne t'excuses plus pour exister. Tu ne te plies plus à son contrôle. Et il le sait. Il n'y a rien de plus dévastateur pour un narcissique que de voir quelqu'un qu'il croyait être à lui, quelqu'un qu'il a modelé à sa convenance, quelqu'un qu'il croyait avoir soumis, soudainement devenir une force impossible à contrôler. Tu n'as pas eu à te battre. Tu n'as pas eu à crier. Tu n'as pas eu à lui prouver quoi que ce soit. Tu as juste laissé ta lumière briller, et cela a suffi pour le rendre aveugle. 3. Tu vivais dans son ombre, maintenant tu brilles trop pour lui. Certains liens ne sont pas construits avec amour ni respect, mais avec un déséquilibre de pouvoir. L'un grandit et l'autre rétrécit. L'un brille et l'autre se nourrit de cette lumière. Quelqu'un t'a convaincu, petit à petit, que tu devais occuper moins d'espace, que tu devais demander la permission d'exister, que c'était plus sûr d'être petit, silencieux, invisible. Ce n'était pas quelque chose d'immédiat. C'était un processus lent, presque imperceptible. Au début, tu étais libre. Tu avais tes propres pensées, ambitions, des idées qui te faisaient te sentir vivant. Mais avec le temps, chacune de ces choses a été mise en doute, minimisée ou ridiculisée. Les commentaires subtils déguisés en conseils, l'indifférence face à tes réussites, le sentiment que, si tu te démarquais trop, quelque chose de mauvais arriverait. C'est ainsi que les ombres deviennent une cage. Pas une que tu peux voir ou toucher, mais une qui habite dans l'esprit. Tu as arrêté de chercher la reconnaissance parce que, d'une certaine manière, tu as appris que c'était dangereux. Tu as appris à mesurer tes mots, à contrôler ton enthousiasme, à te faire petit dans ton propre monde. Et le pire, c'est que tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais personne ne peut vivre éteint pour toujours. Peut-être qu'il n'y a pas eu un grand moment de révélation, mais un réveil silencieux. Un jour, tu as fait quelque chose sans trop y penser, sans te demander si c'était bien ou mal. Parle avec confiance. Tu as donné une opinion sans censure. Tu as osé faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire. Ce n'était pas prévu, ça s'est juste passé. Et à cet instant, quelque chose en toi s'est rallumé. La réaction a été immédiate. D'abord l'incrédulité. Ensuite, les petites épreuves pour te faire reculer. Le commentaire sarcastique, la moquerie déguisée en blague, l'indifférence soudaine face à ton bonheur. Mais ce qui t'aurait fait douter avant te semblait maintenant sans importance. Tu ne t'es pas donné la peine de te justifier ni de chercher l'approbation. Pour la première fois, il n'y avait pas de peur. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'une fois que la lumière commence à grandir, l'ombre s'affaiblit. Peu importe combien ils essaient, ils ne peuvent pas te renfermer à nouveau dans un espace que tu as déjà dépassé. Le premier signe que quelque chose s'est brisé a été son inconfort. Tu ne réagissais plus comme avant, tu n'étais plus prévisible. Il essayait de te faire douter, mais ses mots ont perdu leur effet. Ce qui semblait sage avant sonnait maintenant comme une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Les ombres n'existent que lorsqu'il y a quelque chose pour les projeter. Mais maintenant, c'était toi qui éclairais la scène, et à chaque pas que tu faisais hors de son influence, l'obscurité perdait de sa force. Il n'y avait pas besoin de vengeance ni de confrontation. Tu n'as pas crié, tu n'as pas combattu, tu n'as pas cherché d'explication. Continue simplement d'avancer. Tu as pris l'espace qui a toujours été le tien, tu as rempli le vide que tu avais laissé dans ta propre vie. Et l'ironie, c'est que tu ne l'as pas fait pour prouver quoi que ce soit. Tu ne voulais pas le détruire ni lui faire voir son erreur. Ne cherche pas l'approbation ni la validation. Choisis simplement de briller. Tu as choisi d'être la version la plus forte de toi-même. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait plus te faire retourner à l'ombre, c'est là que tu l'as perdu de vue. Parce que ça n'avait plus d'importance. Parce qu'au final, ça n'a jamais été à propos de lui. C'était à propos de toi, de récupérer ce qui a toujours été à toi. Tu brilles trop maintenant. Et dans ce nouveau monde, l'ombre qui t'a autrefois retenu n'a plus sa place. 4. Tu n'as plus besoin d'un masque, parce que tu as perdu l'intérêt de voir son visage. La tromperie ne fonctionne que lorsqu'il y a quelqu'un prêt à y croire.
Le masque n'a de pouvoir que lorsqu'il y a des yeux pour le regarder et accepter son déguisement. Pendant longtemps, tu as mis toute ton énergie à essayer de comprendre ce qui se cachait derrière. Tu voulais le comprendre, le justifier, trouver une logique à ses actes. Tu lui as donné le bénéfice du doute encore et encore. Tu as cherché des raisons là où il n'y avait que manipulation. Tu pensais que si tu voyais au-delà, si tu essayais plus fort, tu pourrais changer quelque chose. Mais la seule chose qui a changé, c'est ta capacité à te tromper toi-même. Au début, il y avait des moments de clarté, des instants fugaces où le masque glissait, laissant voir le vide derrière lui. Peut-être était-ce de petits gestes, des mots sans filtre, une réaction disproportionnée, quelque chose dans son regard qui ne correspondait pas à l'image qu'il projetait. Mais chaque fois que cela se produisait, tu choisissais de l'ignorer. Non pas parce que tu étais naïf, mais parce que tu n'étais pas prêt à accepter la vérité. Parce qu'une fois que tu vois ce qui se cache derrière, il n'y a pas de retour en arrière. Le moment où tout s'est brisé n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de grande révélation. Ce n'était pas une découverte repentie. C'était un processus lent, cumulatif, inévitable. Tu as commencé à réaliser que chaque sourire était calculé. Chaque geste avait une intention. Chaque mot cachait un but. Tu as compris que rien de ce qu'il disait ou faisait n'était authentique. Il n'y avait pas de personne réelle derrière le masque, juste un reflet de ce que les autres s'attendaient à voir. Et c'est là que l'illusion s'est effondrée. Non pas parce qu'il a cessé de jouer, mais parce que tu as cessé de regarder. Avant, tu étais obsédé par la recherche de sens dans chacun de ses actes. Maintenant, tu ne t'y intéresses plus. Tu ne ressens pas le besoin de l'analyser, de le justifier, de chercher des explications. Ce qui te retenait avant te semble maintenant prévisible. Toujours le même cycle, les mêmes stratégies, les mêmes tentatives de reprendre le contrôle. Mais ça ne marche plus. Parce que la tromperie n'a de pouvoir que lorsqu'il y a quelqu'un prêt à y participer. Et tu décides de quitter le jeu. C'est cela qui le détruit vraiment. L'indifférence, le silence. Il n'y a pas de haine, pas de rancœur, pas de désir de vengeance. Juste du vide, juste la certitude que cela n'a plus d'importance. La grande peur de quelqu'un comme lui est révélée. Ce n'est pas que quelqu'un découvre sa vérité, c'est que tu cesses de prêter attention, c'est que son existence cesse de t'affecter, c'est que le jour arrive où son masque tombe et que tu ne prends même pas la peine de regarder. Et ce jour est arrivé. Il continue à jouer. Il continue à tester les mêmes tactiques, il continue à reprendre le pouvoir. Mais il n'y a pas de réponse, pas de réaction, pas d'impact. Le spectacle est terminé et le public est parti. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas eu besoin de mots finaux ni de confrontations épiques. Tu n'as rien fait pour le démasquer. Tu l'as juste laissé se montrer. Et à ce moment-là, le masque a perdu sa raison d'être, parce qu'il n'y avait plus personne pour le rendre réel. 5. Son contrôle s'effondre. Et toi, tu ne bronches pas. Le contrôle ne s'impose jamais d'un coup. Il s'installe en silence, pas à pas, avec des gestes si subtils qu'ils semblent inoffensifs. Une critique déguisée en conseil, un geste de désapprobation lorsque tu exprimais quelque chose qui ne lui convenait pas, une louange lorsque tu te comportais comme il le souhaitait. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à ajuster ton comportement pour éviter les problèmes. Tu pesais tes mots, tu réfléchissais à 2 fois avant d'agir, tu reculais lorsque tu sentais que quelque chose pourrait le déranger. Ce n'était pas un ordre direct, ça ne l'est jamais. C'est un conditionnement lent, une domestication déguisée en amour, amitié ou autorité. Il t'a fait croire que penser par toi-même pouvait avoir des conséquences, que prendre des décisions sans le consulter était risqué, que si tu voulais la paix, tu devais céder. Et ainsi, sans que tu t'en rendes compte, son influence est devenue une ombre qui enveloppait tout. Les personnes sous contrôle ne semblent pas toujours enchaînées. Il n'est pas nécessaire d'enfermer quelqu'un lorsqu'on le convainc qu'il n'y a rien en dehors de la cage. Et toi, à un moment donné, tu as cru que cette cage était normale. Tu as cru que ses exigences étaient raisonnables, que son mauvais caractère était de ta faute, que ses règles étaient pour ton bien.
Tu as accepté le contrôle comme une partie de la dynamique, comme quelque chose qui ne pouvait pas être discuté. Mais tout système de domination a un point faible. Son pouvoir n'est pas réel, il dépend d'une seule chose, que tu y crois. Et un jour, sans préavis, sans même le planifier, tu as arrêté de le faire. Il n'y a pas eu de grand acte de rébellion, pas de déclaration d'indépendance. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Un jour, son opinion a cessé d'être la seule qui comptait. L'une de ses règles a cessé d'avoir un sens. L'une de ses manipulations, auparavant invisible, est devenue évidente. Et à ce moment-là, le contrôle a commencé à s'effondrer. Tu ne l'as pas affronté avec colère, tu n'as pas crié, tu n'as pas essayé de le convaincre de quoi que ce soit. Tu as simplement commencé à agir de ton propre chef. Peut-être était-ce une décision prise sans le consulter. Peut-être était-ce un geste d'indifférence où auparavant tu aurais essayé de te justifier. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, as-tu fait quelque chose simplement parce que tu le voulais, sans craindre sa réaction. Au début, il ne l'a pas compris. Il pensait que c'était une erreur, un dérapage, quelque chose qu'il pouvait corriger. Il a essayé les mêmes tactiques qui avaient toujours fonctionné. Il a essayé de te faire sentir coupable. Il a essayé de te provoquer. Il a essayé de réécrire l'histoire pour que tu te sentes coupable. Mais cette fois, rien de tout cela n'a fonctionné. Ce n'était pas que tu te battais. Ce n'était pas que tu voulais lui faire du mal. Simplement, son influence n'avait plus d'effet. Les mots qui auparavant t'auraient détruit te semblaient maintenant vides. Les jeux mentaux qui auparavant te confondaient étaient maintenant si évidents qu'ils en devenaient ridicules. Ce qui auparavant te faisait douter te faisait maintenant rire. Et c'est là que tout s'est brisé. Car un manipulateur sans contrôle n'est rien. Son pouvoir reposait sur l'idée que tu avais besoin de lui, que ses mots avaient du poids, que sa présence dans ta vie était essentielle. Mais la réalité est devenue indéniable. Tu n'avais pas besoin de lui. Tu n'en as jamais eu besoin. Il n'y a pas eu de grande bataille finale. Il n'y a pas eu de confrontation épique. Il n'y a pas eu de clôture avec des discours mémorables. Il n'y a eu que du silence. Il criait dans sa tête, cherchant n'importe quelle façon de récupérer son pouvoir. Mais toi, tu continues simplement d'avancer. C'était le coup le plus dévastateur. Pas que tu l'aies démasqué, pas que tu l'aies exposé, pas que tu l'aies détruit, mais que tu l'aies laissé derrière toi sans regarder en arrière, comme s'il n'avait jamais été si important, comme si son contrôle, qui semblait autrefois absolu, n'avait jamais été réel, et cette vérité lui pèse plus que tout autre. 6. Ton silence le fait crier à l'intérieur. Le bruit est tout pour lui. Son pouvoir ne se mesure pas en force, il se mesure en réaction. Chaque mot que tu lui adresses, chaque explication que tu lui donnes, chaque fois que tu essaies de te défendre ou de te justifier, alimente son contrôle. Pour quelqu'un comme lui, la pire punition n'est pas la haine ni la confrontation. C'est le vide. Mais pendant longtemps, jouer cette carte semblait impossible. Le silence n'était pas une option. Quand il t'attaquait avec des mots déguisés en préoccupation, tu répondais par des explications. Quand il te blâmait pour ses problèmes, tu essayais de raisonner. Quand il manipulait la situation, tu cherchais à la clarifier. Tu croyais que si tu trouvais les mots justes, si tu disais les choses de la bonne manière, si tu arrivais à te faire comprendre, tout changerait. Mais cela n'a jamais été le cas. Cela n'allait jamais être le cas. Parce qu'il ne s'agissait pas de comprendre, il s'agissait de contrôler, de te garder dans son jeu, de te faire sentir que tu lui devais quelque chose, qu'il y avait un fil invisible qui te liait à lui, que peu importe combien tu essayais de t'éloigner, tu devrais toujours répondre, mais tout a changé quand tu as compris qu'il n'y avait rien à expliquer. Le jour où tu as arrêté de te justifier, où ces provocations ont cessé de te causer de l'anxiété, où ces demandes d'attention ont rencontré un mur d'indifférence, le jeu s'est terminé. Sa domination n'a pas chuté avec des cris, ni avec des menaces, ni avec une confrontation finale, mais avec le silence le plus pur et le plus impénétrable. Et c'est là que le désespoir le consume,
parce que chaque fois qu'il te manipulait, chaque fois qu'il tordait la réalité, chaque fois qu'il déformait les faits, il obtenait toujours ce qu'il cherchait, une réaction. Mais maintenant, la réponse n'arrive pas, et il ne peut pas le supporter. Il ne comprend pas comment quelqu'un qui était si facile à manipuler ne montre maintenant plus le moindre intérêt. Au début, il essaie de jouer avec l'évident. Il utilise la culpabilité, il utilise la nostalgie, il utilise les souvenirs qui t'ont fait douter à un moment donné. Quand cela échoue, il recourt à l'agression, à la moquerie, aux provocations conçues pour te faire exploser. Et quand rien de tout cela ne fonctionne, il reste seul. Parce que sans ta réponse, sans ton énergie, sans ton attention, il ne lui reste rien. C'est l'ironie. Il a toujours cru que son pouvoir résidait dans ses mots, dans son charisme, dans sa capacité à manipuler. Mais la vérité est que son pouvoir n'existait que parce que tu le permettais. Le silence le laisse nu face à sa propre réalité. Il n'y a plus personne pour le nourrir, personne pour lui renvoyer son reflet, personne pour soutenir l'histoire qu'il a construite pour lui-même. Et cela le détruit de l'intérieur. Mais le meilleur de tout, c'est que tu ne le fais plus pour lui. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une tentative de le faire payer pour tout le mal qu'il a fait. C'est simplement que tu n'as plus rien à dire, parce que la vérité n'a pas besoin d'explication, parce que la paix n'a pas besoin de témoins, parce que le silence n'est pas une tactique, c'est le résultat de l'avoir complètement surmonté. Et ça, c'est ce qui lui fait le plus mal. 7. Tu n'as pas crié, tu n'as pas combattu, et pourtant tu l'as vaincu. Les films nous apprennent que les grandes batailles sont gagnées avec des discours percutants, avec un dernier affrontement où le héros vainc le méchant avec une vérité écrasante. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Dans la vie réelle, les défaites les plus dévastatrices ne viennent pas avec des cris ni avec la guerre. Elles viennent avec le silence absolu de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Pendant longtemps, tu as cru que pour te libérer, tu avais besoin d'une confrontation. Tu pensais qu'il y avait quelque chose que tu devais dire, une vérité que tu devais crier, un combat final que tu devais gagner pour fermer le cycle. Tu as passé des nuits à imaginer ce que tu dirais, à répéter les mots qui finiraient par le faire comprendre, qui le feraient se repentir, qui le feraient ressentir au moins une fraction de ce qu'il t'a fait subir. Mais chaque fois que tu as essayé, tu t'es rendu compte de la même chose. Cela ne servait à rien. Il n'était pas intéressé par la vérité. Il ne l'a jamais été. Il ne se souciait pas de te comprendre, de t'écouter, d'arriver à un point médian. Chaque mot que tu lui adressais, chaque effort pour raisonner avec lui, n'était qu'une autre occasion pour lui de s'impliquer dans son jeu. Peu importe si tu étais en colère, si tu étais pressé, si tu étais blessé. La seule chose qui comptait pour lui, c'est que tu étais toujours là. Parce que tant que tu réagissais, tant que tu ressentais le besoin de t'expliquer, de le convaincre, de lui faire voir ce qu'il a fait, il avait encore le contrôle. Mais un jour, quelque chose de différent s'est produit. Il n'y a pas eu de grande décision, il n'y a pas eu de moment de révélation dramatique. Simplement, quelque chose en toi s'est brisé, d'une manière qui ne pouvait plus être réparée. Tu as arrêté de chercher des réponses. Tu as arrêté d'attendre une conclusion. Tu as arrêté d'avoir besoin qu'il comprenne quoi que ce soit. Et c'est là que tout a changé. Le premier signe que quelque chose échappait à son contrôle a été le vide. Il a essayé de te provoquer avec les mêmes stratégies que d'habitude, mais cette fois, tu n'as pas mordu à l'hameçon. Il a lancé des commentaires conçus pour te faire réagir, mais il ne t'affectait plus. Il a essayé de t'entraîner dans la même vieille discussion, mais tu n'es pas entré dans son labyrinthe. Au début, j'ai pensé que c'était une phase, que tu attendais le bon moment pour exploser, pour retomber dans le même cycle. Mais quand les jours ont passé, quand il a vu que tu n'étais vraiment plus là, quand il a senti que son influence sur toi s'estompait, le désespoir a commencé à se faire sentir dans sa voix, dans ses actions, dans son attitude. Parce qu'il n'a jamais pensé que la guerre se terminerait ainsi. Il n'y a pas eu de victoire bruyante, il n'y a pas eu de coup final, il n'y a pas eu de dernier mot pour sceller sa défaite. Ce qu'il y a eu, c'était quelque chose de bien pire.
Un jour, tu t'es réveillé et tu ne pensais plus à lui. Un jour, tu as fait quelque chose juste pour toi, sans te souvenir de sa réaction. Un jour, tu as réalisé que le poids sur ta poitrine n'était plus là. Et c'est là que l'histoire a changé. Parce qu'il avait cru que tu serais toujours pris au piège, que son ombre te suivrait toujours, que sa voix serait toujours dans ta tête. Mais sans haine, sans revanche, sans même essayer, tu l'as effacé de ton histoire. Non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as cessé de t'en soucier. Non pas parce que tu l'as pardonné, mais parce que tu as compris que la plus grande vengeance était de ne plus jamais porter son existence. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu l'as fait. Et cela l'a détruit plus que n'importe quel combat, plus que n'importe quel cri, plus que n'importe quel coup. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de le battre, il s'agissait de gagner ta liberté. Et sans faire de bruit, sans lui donner d'explication, sans chercher la justice, tu as réussi. 8. Le marionnettiste a perdu ses fils et son pouvoir. Le contrôle ne s'impose pas avec des chaînes visibles. Tu n'as pas besoin de barreaux de fer pour garder quelqu'un emprisonné lorsque les fils invisibles de la manipulation sont suffisamment forts. Il te tenait avec la culpabilité, avec le doute, avec la peur de le perdre. Il manipulait les fils avec précision. Un éloge au bon moment, une punition déguisée en indifférence, un sourire qui te faisait oublier la dernière blessure. Et ainsi, sans que tu t'en rendes compte, tu es devenu sa marionnette. Au début, tu ne l'as même pas remis en question. Tu pensais que c'était normal. Tu pensais que le problème venait de toi, que tu exagérais peut-être, que si tu étais simplement plus patient, plus compréhensif, plus fort, les choses seraient différentes. Tu as accepté les règles du jeu sans savoir qu'elles étaient conçues pour que tu ne gagnes jamais. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas une grande révélation, ce n'était pas un moment de colère. C'était plutôt une fatigue, une lassitude profonde de toujours vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Tu as commencé à voir les schémas, à remarquer que chacune de ces actions avait un but, que chaque mot était calculé pour te garder emprisonné. Et quand tu l'as vu clairement, quelque chose en toi s'est brisé. Les marionnettes ne fonctionnent que tant qu'elles acceptent les fils qui les soutiennent. Le premier signe de sa défaite n'était pas le conflit, ce n'était pas une dispute explosive. C'était le silence, c'était le calme avec lequel tu as commencé à agir sans demander la permission. C'était la façon dont tu as pris une décision sans te demander ce que tu dirais. C'était le moment où tu as fait quelque chose pour toi-même, sans le poids de son ombre sur tes épaules. Au début, il ne l'a pas compris. Il pensait que c'était une phase, que tu pourrais t'éloigner un peu, mais que tôt ou tard tu reviendrais. Il a essayé de tirer sur les fils, d'essayer les mêmes tactiques qui avaient toujours fonctionné. Il t'a fait sentir coupable, il t'a fait douter, il a essayé de te rappeler le rôle que tu avais joué tout ce temps. Mais les fils n'étaient plus là. Il n'y a pas eu de résistance parce qu'il n'y en avait pas besoin. Tu n'as pas combattu parce qu'il n'y avait rien à défendre. Tu as simplement continué avec une liberté si silencieuse, si naturelle, qu'il n'a même pas réalisé que son pouvoir s'était évaporé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et puis est venu le vide. Parce que quelqu'un qui se définit par le contrôle ne sait pas qui il est sans lui. Son identité dépend de la manipulation des autres, de se sentir nécessaire, d'avoir quelqu'un qui réagit à ses provocations. Mais lorsque les fils disparaissent, lorsque la marionnette se lève d'elle-même et s'éloigne sans regarder en arrière, le marionnettiste ne perd pas seulement son domaine, il perd son but. Tu n'as pas besoin de lui arracher les fils des mains. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rester pour le voir s'effondrer. Seulement toi vois que tu le lâches. Et à ce moment-là, sans faire de bruit, sans cri, sans vengeance, tu l'as détruit. Parce que sans ses fils, sans son théâtre, sans son public, tout ce qui reste est un homme tenant des cordes vides. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.